J'ai fait quoi? J'envoie. réussi. Mais avant des requêtes réussies, il peut aussi y avoir des requêtes qui ont échoué. Donc la qualité, lorsqu'on parle du SLI, va nous permettre de pouvoir faire ce calcul-là. Donc en gros, avec le SLI, c'est de pouvoir entendre ou bien d'avoir avec précision exactement ce que nous voulons mesurer. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le SLO. Donc ça, c'est l'objectif. Une fois que nous savons exactement ce que nous voulons mesurer dans notre application ou sinon dans notre logiciel, il faut que nous puissions définir des objectifs. Donc, toujours dans l'exemple de l'API de e-commerce, on va définir la disponibilité. Nous allons dire que 99% des requêtes doivent être des requêtes de succès, pas 100%. Et pourquoi pas 100%? Nous allons revenir dessus bientôt. Ensuite, nous allons dire que la latence, plus de 95% des requêtes doivent être inférieures à 200 millisecondes. Ensuite, nous avons la notion des erreurs. On dit que les erreurs 500 doivent être inférieures à 0,1. Donc, si la disponibilité est de 99%, donc ce qui fait qu'on a une marge de 0,1 et cette marge elle est réservée pour les erreurs. Alors, la question qu'on se pose souvent, c'est pourquoi pas 100%? En fait, c'est parce que lorsqu'on parle de fiabilité du logiciel, 100%, ça coûte extrêmement cher. Extrêmement cher. Donc, si on prend un exemple concret où nous avons 99,9% de disponibilité pour un logiciel, ça veut dire que dans le mois, nous sommes autorisés à avoir des pannes de pas plus de 43 minutes. Donc, et il faut savoir qu'il y a une croissance exponentielle à chaque fois que nous allons ajouter un 9. Ça veut dire que si nous passons de 99,9 à 99,99, ça veut dire que dans un mois, nous aurons à peu près 26 secondes de panne tolérée. Donc, l'objectif du SLO, c'est donc de comprendre le rapport entre le coût et le coût et la partie technique que nous sommes en train de travailler. Donc, le calcul du SLO, c'est bien de définir des objectifs, mais concrètement, comment est-ce qu'il se calcule? Alors, en premier lieu, le SLO se calcule sur une période. Il faut toujours définir une période. Vous pouvez dire un mois, un an, 6 mois. Ça dépend de votre budget, surtout dans l'entreprise. Donc, si on prend l'exemple ici, c'est qu'un mois, ça fait 30 jours. Donc, en gros, nous avons 43 200 minutes. Donc, il faut définir également ce que ça veut dire le succès. Donc, quand on dit que vous avez une requête à succès, pour vous, c'est quoi concrètement? Donc, ici, une requête success, c'est une requête qui sera donc de type 200 ou de 300 avec une latence de moins de 200 millisecondes. Si elle est de 200 ou de 300, mais que la latence dépasse 200 millisecondes, donc elle est considérée désormais comme une erreur. Et cela va jouer donc sur la disponibilité de votre logiciel. Donc, ensuite, nous allons faire ce qu'on appelle la collection de métriques. Quand vous allez développer votre logiciel, ce sera vraiment nécessaire de pouvoir savoir qu'est-ce que vous êtes en train de surveiller. Il faut informer les autres systèmes de ce que vous avez comme composant dans votre logiciel. Donc ça va être tout ce qui sera les logs, les applications performance management, les outils de monitoring tels que Prometheus, Elasticsearch, et ainsi de suite. Donc, et ensuite, nous appliquons la formule fastidieuse qui est le plus souvent exprimée en pourcentage. Donc, le SLO, ça nous fait le nombre total de requêtes succès divisé donc par le nombre total de requêtes que nous avons fois 100. Donc fois 100 parce que nous l'exprimons en pourcentage. Okay. Donc, et si on veut traduire tout cela, on va dire que pour 99,9% de disponibilité, nous sommes autorisés à avoir dans le mois 43 minutes d'indisponibilité de nos systèmes ou sinon de notre application en ligne. Donc, ce qu'il faut retenir sur le SLO principalement, c'est que nous prenons le SLO, en fait, c'est la valeur mesurée, c'est-à-dire que lorsque nous prenons le SLI, c'est la valeur mesurée sur ce que nous sommes capables de faire et le tout exprimé donc en pourcentage pour obtenir la valeur du SLO sur lesquels nous allons faire les calculs prochains. Donc, j'expliquais que ajouter des 9, c'est-à-dire quand on dit 99%, 99,9%, 99,99%, à chaque fois que vous allez ajouter un 9, il va se passer une croissance exponentielle des 9. Donc, chaque fois que vous ajoutez un 9, ça va coûter cher à l'entreprise. Ça veut dire que les développeurs, il va falloir mettre une grosse pression aux développeurs, pas seulement aux devs, mais il y a aussi les équipes de l'infra, les équipes de quality assurance, s'il y a aussi les équipes de sécurité, toute cette équipe-là a une pression pour s'assurer que, en réalité, on est en train réellement de donner au client ce que nous lui avons promis. Donc, c'est ici qu'on va parler donc de notion de error budget. Donc, en gros, l'erreur budget, c'est quoi? Si nous prenons le SLO, qui a une valeur de 99,9%,
ça veut dire que nous allons nous autoriser 0,1% d'erreur. Donc, la valeur du error budget, ça sera 100 moins la valeur de notre SLO que nous avons défini pour ce que nous sommes en train, ou bien l'objectif que nous avons en réalité. Donc, si on veut faire ça en calcul concret, si nous prenons par exemple 1 million de requêtes par mois et que nous avons 0,1% d'erreurs qui sont autorisées, ça nous fait 1000 requêtes au total dans le mois. C'est-à-dire que dans un mois de 30 jours, sur 1 million de requêtes, nous sommes uniquement autorisés à avoir que 1000 requêtes qui vont échouer. Si jamais nous frôlons les 1000 requêtes, ça veut dire que nous sommes en danger. Donc, c'est ça ce qu'on appelle notre erreur budget. Maintenant, c'est là, en fait, que la magie de la notion d'ingénierie de la fiabilité apparaît. Comment? Si nous avons des erreurs disponibles, concrètement, ça veut dire quoi? Si dans le mois, par exemple, on dit j'ai 1000 requêtes, mais qu'aujourd'hui, le 23, il me reste encore 850 erreurs disponibles, ça veut dire que je suis autorisé à développer de nouvelles fonctionnalités. Je suis autorisé à livrer de nouvelles fonctionnalités. Mais si jamais j'ai 1000 requêtes dans le mois, mais que bizarrement aujourd'hui le 23, je me retrouve avec 950 erreurs déjà et qu'il me reste seulement que 50, bah, il serait vraiment très sage de ne pas mettre la pression au dev pour développer, mais plutôt de stabiliser ce que nous avons déjà dans le mois qui reste avant le mois suivant de faire encore un nouveau sprint. Donc, et c'est ce qui, lorsque nous dépassons donc les valeurs là, comme je l'ai dit, c'est pas la peine de vraiment aller, parce que sinon nous allons livrer un logiciel ou bien nous allons livrer une version, sinon une fonctionnalité qui va nous coûter cher, qui peut nous discréditer auprès des clients et c'est vraiment pas bon pour notre réputation. Donc, maintenant que nous avons parlé de SLI, nous avons parlé de SLO, nous avons parlé de Error Budget, concrètement, comment est-ce que cela se passe? Lorsque nous avons parlé de SLI, nous avons dit que c'est quelque chose que nous mesurons. Alors, cette chose que nous mesurons, comment est-ce qu'il faut la faire? Lorsque nous prenons l'exemple d'un corps humain, si aujourd'hui je veux connaître ma température, bah, je vais prendre un thermomètre. Je ne vais pas prendre autre chose. Donc, lorsqu'on est en ingénierie logicielle, pour mesurer les services que nous avons, les ressources, les composants du logiciel, on utilise ce fameux outil qu'on appelle Prometheus. Donc, en gros, c'est un outil vraiment très standard qui permet d'abord de scraper. Scraper, c'est-à-dire qu'il est composé de deux parties. Il y a la partie serveur et la partie cliente. Donc, dans la partie serveur, il est composé d'une base de données et d'un outil qui scrape automatiquement. Donc, tu lui donnes exactement ce qu'il doit scraper, quand et comment, et il le fait pour toi. Donc, une fois qu'il a scrapé la donnée, bah, il la stocke dans une base de données temporelle qui est interne sur le serveur de Prometheus. Donc, après, Prometheus également vient avec ce qu'on appelle PromQL, qui est un langage de requêtage qui est spécialisé pour Prometheus. Donc, ça te permet de créer des histogrammes, ça te permet de récupérer des valeurs, des quintiles sur l'espace et le temps. Donc ici, un exemple ou bien des exemples de métriques que vous pouvez calculer avec Prometheus lorsque vous êtes dans un logiciel. Il y a par exemple le nombre total de requêtes, parce que nous l'avons dit dans notre SLI, nous avons dit que nous avons besoin d'un certain nombre de requêtes à succès dans le mois, et c'est Prometheus qui va nous permettre en réalité de pouvoir compter à chaque fois que le serveur reçoit une requête, intercepter la requête et incrémenter sa valeur. Ensuite, nous avons aussi la latence des requêtes, pour savoir lorsque nous recevons l'appel d'une requête, c'est-à-dire via un protocole, que ce soit TCP, que ce soit HTTP, entre le moment où la requête vient et le moment où le serveur donne une réponse, combien de temps se sont écoulés? Donc, avec la latence, on peut le faire, et également aussi le taux d'erreur. Donc ça aussi, c'est un exemple de métrique. Donc, côté Python, pour installer Prometheus, comme je l'ai dit, le serveur, vous l'installez séparément, soit avec Docker, ou soit sur le cloud, ça dépend de ce que vous voulez, de vos moyens. Mais au niveau de votre projet ou bien de votre application Python, vous utilisez l'outil Prometheus Client. Donc, vous le faites avec pipe install Prometheus Client. Donc, ici, sur ma gauche, vous avez un exemple de création de métriques au niveau de Prometheus. Donc, le premier, c'est un métrique compteur qui va permettre de compter le nombre de requêtes. Et ensuite, le second, c'est l'histogramme. L'histogramme, c'est la latence parce que la latence, elle est calculée par rapport au temps. Donc, on va dire que voilà, nous avons reçu une requête X qui est venue à telle heure, elle a mis tel nombre de secondes. Donc, puisque nous allons l'avoir quotidiennement, régulièrement, nous allons utiliser un histogramme pour pouvoir la représenter sur nos graphiques. Alors, on a parlé de métriques, c'est-à-dire qu'on sait désormais ce qu'on veut surveiller, on a les valeurs de ce qu'on veut surveiller, mais il y a souvent quelque chose qui vient, dont il faut faire la nuance, ce sont les notions donc, de monitoring et d'observabilité. Donc alors, le monitoring, c'est quoi? C'est que quelque chose ne va pas, et l'observabilité, c'est pourquoi est-ce que ça ne va pas?
je prends l'exemple d'une voiture. Lorsque vous conduisez une voiture, vous avez un tableau de bord. Lorsque vous avez le check engine, le voyant check engine qui s'allume, c'est que vous savez qu'il faut partir voir le garagiste. Mais à ce moment-là, le tableau de bord ne vous dit pas exactement ce qui s'est passé. Donc, c'est à ce moment que vous allez voir le garagiste qui va vous dire que, ok, voilà, peut-être c'est une bougie dans le cylindre numéro 3 qui a pété, donc il faut réparer. Donc, c'est ça l'observabilité, la différence entre le monitoring et l'observabilité. Donc, le monitoring vous alerte quand est-ce que ça s'est passé, alors que l'observabilité vous dit pourquoi est-ce que ça s'est passé. Donc, avec le monitoring, nous avons des tableaux de bord prédéfinis, c'est-à-dire une fois que nous avons les métriques, nous allons faire des choses bling-bling avec Grafana, comme ce que les gens en data science font avec Power BI. Nous avons, nous connaissons en fait les modes d'échec de nos composants de logiciel. Nous savons par exemple que, ok, pour ce service ou bien pour ce pod, bah, le processeur est vraiment en surconsommation. Ça nous permet également d'être réactifs. Alors qu'au niveau de l'observabilité, c'est l'outil qui nous permet, ou bien c'est la culture qui nous permet donc de faire de l'investigation une fois que nous avons un problème. Nous permet aussi de connaître les erreurs qui ne sont pas connues. Parce qu'au niveau du dashboard, on ne peut pas tout prévoir. Et si on dit par exemple qu'il y a une surconsommation de CPU, bah, c'est avec le monitoring qu'on permet de le faire. Et l'observabilité nous permet donc également d'être proactif. Alors, lorsqu'on parle de monitoring observabilité, il y a vraiment une notion très intéressante qui s'appelle la corrélation. Donc, dans cette corrélation, il y a 3 éléments qui sont les logs, les métriques et les traces. Donc, les logs, ça va être des événements individuels. À chaque fois qu'un utilisateur est authentifié, il faut l'enregistrer dans un log. Les métriques, ce sont les valeurs que nous avons avec Prometheus. Une fois que nous avons défini nos SLI à Prometheus, nous allons l'intégrer dans notre application Python. Et ce sont ces métriques-là que nous allons utiliser pour la corrélation. Ensuite, nous avons les traces. Les traces, c'est exactement qu'est-ce qui s'est passé. Les traces vont nous permettre de savoir qu'est-ce qui s'est passé, quand, comment, pourquoi, quel utilisateur a envoyé quelle requête. Par exemple, retrouver son adresse IP, les données de son navigateur, est-ce que c'était une requête malicieuse, est-ce qu'il est derrière un VPN, est-ce qu'il est derrière un proxy, c'est quoi son système d'exploitation. Ce sont exactement les traces qui nous permettent d'avoir ces informations. Donc, le secret de la corrélation, c'est ça. C'est que ces outils, chacun séparément, marchent bien, mais ils sont vraiment très puissants lorsqu'on les met tous ensemble, tous les 3. Alors, lorsqu'on parle des logs, la première façon dont on a les logs, c'est celle-ci. Pour ceux qui font par exemple des frameworks comme Nest.js, vous allez voir qu'au niveau des logs, vous avez ces machins-là qui s'affichent en ligne sous format texte. Ça, c'est la mauvaise façon de faire. C'est inexploitable. Les logs deviennent très lourds. Ce n'est pas manipulable. Vous ne pouvez par exemple pas faire des requêtes. C'est compliqué de circuler là-dedans, sauf si vraiment vous êtes un gourou de Linux, où vous allez faire du grep, pipe, ainsi de suite, pour vous promener dans le fichier, chercher vraiment une information que vous recherchez. Donc, pour résoudre ça, on le fait avec des logs qui sont structurés en format JSON. Donc, pourquoi JSON? Parce que vous avez la possibilité donc, de pouvoir manipuler ou de pouvoir étudier vraiment chaque fichier. Vous avez des informations qui sont structurées et que vous pouvez utiliser, peu importe avec quel langage. Vous le prenez, vous le mettez dans n'importe quel outil qui vous permet de faire de l'analyse de données, ça va marcher. Donc, en Python, comment est-ce qu'on met en place des logs structurés? Alors, personnellement, j'utilise ce fameux package qui s'appelle structlog. Et donc, au niveau du logger, ça c'est un exemple de log. Donc, nous avons un log qui dit en fait que l'utilisateur a effectivement donc, passé sa commande. Et dans ce log, nous avons l'idée de la trace. Nous avons également l'idée de l'utilisateur, nous avons l'idée du produit, nous avons le montant total de son achat. Alors, une fois que nous avons ces informations, il faut qu'on passe donc à ce qu'on appelle les traces. Une fois que nous avons les logs, je veux dire, on passe aux traces. Donc les traces, en réalité, comment ça marche? Avant d'en arriver là, on va parler de ce fameux outil qui s'appelle OpenTelemetry. Donc en fait, c'est un outil qui a été standardisé. Il est vraiment utilisé par beaucoup de personnes, Google, Microsoft, Amazon et tout ça. C'est un projet qui est supporté par la CNCF, la Cloud Native Computing Foundation, et il est vendor neutral, ce qui veut dire que vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel projet, que ce soit en open source, que ce soit sur du cloud, que ce soit sur des services propriétaires, que ce soit par exemple Amazon, Elasticsearch, tout ce que vous voulez, vous pouvez utiliser OpenTelemetry avec. Donc, en fait, comment est-ce qu'il marche? Il y a deux façons d'utiliser OpenTelemetry.
Il y a la façon automatique et la façon manuelle. Mais ici, nous allons nous attarder donc sur l'approche automatique. Donc, en gros, l'idée, c'est que lorsque nous avons un projet que nous allons installer OpenTelemetry, nous allons avoir des traces automatiquement. Nous allons également avoir les métriques HTTP automatiquement. Nous allons avoir une map, d'accord, de dépendance entre les services, c'est-à-dire que nous avons une classe A qui est un service B. Nous avons une classe X qui est un service Z. Si, par exemple, nous injectons le service Z dans le service de la classe A, OpenTelemetry va nous permettre de faire la relation entre toutes ces classes-là et les services qui sont connectés. Ensuite, nous avons la corrélation interservice. Ça veut dire que lorsque nous parlons de log, nous parlons de métriques, nous parlons de traces, si par exemple nous avons dans une classe des logs, des métriques, des traces, et que cette classe A fait appel à une autre classe B, dans laquelle il y a également des métriques, des logs, des traces, OpenTelemetry va nous permettre de faire la corrélation directement entre eux sans que nous ayons vraiment à nous casser la tête. Donc, l'avantage de cet outil-là, c'est que il va vous éviter vraiment de passer énormément d'heures pour pouvoir implémenter les logs, implémenter les métriques et implémenter les traces. Et donc, pour installer OpenTelemetry, c'est ça. Donc, vous faites pipe install OpenTelemetry auto instrumentation. On installe également ce qu'on appelle l'exporteur OLTP, parce que OpenTelemetry, il expose les données qu'il va récupérer donc, de votre application en format gRPC. Donc, soit vous allez les récupérer vous-même et faire les traitements que vous voulez, soit vous utilisez un exporteur qui sera connecté et va faire le travail pour vous aussi. Donc, maintenant, parlons d'incidents. Quand on parle de log, on parle de métriques, on parle de traces, en réalité, comment est-ce que ça se passe? On va simuler un incident. On va supposer qu'il est 2h30 du matin. Vous êtes Site Reliability Engineer dans une boîte où on vous appelle et qu'on vous dit voilà, que les clients se plaignent parce que l'API est super lente. OK. Bon. Dans le diagnostic normal, c'est-à-dire avant, quand on a une application dans laquelle on n'a pas de métrique, de log, de traces, ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer par aller se connecter sur les serveurs, voir est-ce que le serveur de base de données tourne, est-ce que les ports sont ouverts, est-ce qu'il n'y a pas un parfait firewall qui est bloqué quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une surconsommation quelque part. On va commencer par chercher dans les logs, c'est vraiment fastidieux. En tout cas, s'il y en a qui ont déjà fait du Linux, ils sauront vraiment combien c'est fastidieux de déboguer vraiment une application sans avoir ou bien sans savoir exactement ce que vous cherchez. Parce qu'il est 2h30, tu viens de te réveiller, tu as encore peut-être la tête dans les nuages et tu ne sais pas exactement où chercher. Alors que si nous rentrons dans la notion d'observabilité, en fait, c'est quelque chose qui peut se faire en moins de 60 secondes. Et je vais vous prouver que c'est vrai. Donc, lorsque tu es SRE et qu'on t'appelle, on te dit le site ne marche pas, le premier outil qu'on utilise s'appelle Grafana. En fait, c'est Grafana Dashboard qui est édité par une entreprise qui s'appelle Grafana Labs. Donc, Grafana Dashboard va vous permettre de faire une confirmation, sinon d'avoir une confirmation de ce qui réellement est en train de se passer dans votre système. Donc, c'est un outil qui inclut du dashboard, donc ça vous permet de créer des trucs bling bling pour les décideurs. Eux, ils aiment voir les images, les graphiques. Ensuite, vous avez la visualisation, c'est-à-dire vous allez transformer les métriques que vous avez prises au niveau de Prometheus et d'en faire réellement des informations qui sont pertinentes. Ensuite, il y a aussi la possibilité de faire des alertings, c'est-à-dire nous avons dit par exemple que nous avons 1000 requêtes d'erreurs autorisées. Nous avons 1000 requêtes d'erreurs autorisées dans le mois. Donc si jamais, aujourd'hui le 23, nous avons dépassé 900 erreurs, il faut en fait trigger une notification pour informer l'équipe pour dire que vous êtes en train de dépasser en fait votre marge. Ensuite, il y a également ce qu'on appelle les data sources. Donc Grafana, ça ne s'utilise pas seulement pour du logiciel. On peut utiliser Grafana pour tout et pour rien. Les gars qui sont en cybersec peuvent utiliser Grafana. Si vous êtes en data, vous pouvez utiliser du Grafana. Si vous êtes même, comment l'appelle-t-on, au niveau du cadastre, on utilise aussi Grafana. Donc, il y a ce qu'on appelle les data sources, et ce sont les data sources qui vont vous permettre de connecter. Donc, avec les data sources, vous irez chercher la donnée quelque part et vous allez créer donc votre dashboard sur Grafana. Un peu comme ce qu'on fait avec Power BI. Donc, des exemples de visualisation qu'on peut faire, toujours dans l'exemple que nous avons pris avec Prometheus, nous pouvons créer un compteur qui nous permet d'avoir le nombre total de requêtes. Nous pouvons voir l'historique ou bien l'histogramme, d'accord, de la latence de chaque requête. Nous pouvons aussi voir ou bien avoir les informations concernant le taux d'erreur que nous avons en instant T dans notre application. Donc,
Voilà, donc nous avons présenté Grafana et on dit qu'il est 2h30, l'application ou bien l'API est très lente. Donc qu'est-ce qu'on fait? La première des choses, c'est que j'ai un dashboard qui représente ceci, bien qui ressemble à ça. Je viens et puis je me rends compte en fait sur mon dashboard que, enfin, je repars d'abord sur une question. Je dis, notre SLO dit que les requêtes doivent être, plus de 95% des requêtes doivent être répondues en moins de 200 millisecondes. Donc, moi, quand je regarde, on me dit, ces 10 dernières minutes, l'application est lente. C'est ce que les clients disent. Donc, je vais sur Grafana parce que j'ai dit qu'au niveau de Prometheus, nous avons un langage qu'on appelle PromQL. Donc, j'écris une requête au niveau de Prometheus et je lui dis, donne-moi toutes les requêtes de ces 15 dernières minutes. Donc, lorsque je les récupère, il fait le calcul et je me rends compte que plus de 95% des requêtes, ces 15 dernières minutes, en fait, font plus que 2000 millisecondes. Ça veut dire pratiquement 2 secondes au lieu de, en moyenne, 150 millisecondes. Donc, on regarde au niveau du trafic, on se rend compte que le trafic est normal, ça veut dire que les requêtes viennent normalement et repartent aussi. Au niveau du taux d'erreur, les erreurs 500, bah, nous avons également une marge d'erreur qui nous reste. Donc, ça veut dire que le problème ne se trouve pas à ce niveau-là. Donc, la première des choses, quand moi je vois ce tableau de bord, c'est que je me dis, bah, en fait, on a une dégradation de performance 10 fois plus. Ça veut dire que normalement, on est censé avoir 200 millisecondes, mais que finalement, on se retrouve avec 2000 millisecondes par requête. Donc, ça, c'est vraiment l'alarme. Donc, Grafana, avec le dashboard, nous aide à savoir pourquoi le problème se passe, mais il ne nous dit pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, ni comment est-ce que cela s'est passé. Donc, c'est en ce sens-là qu'on vient à un autre outil qui s'appelle Tempo. Alors, Grafana Tempo, ça va être un outil qui vous permet de faire de l'investigation. Si vous regardez au niveau de la capture d'écran, alors déjà pour présenter Grafana Tempo, c'est aussi un outil qui a été développé par Grafana Lab, utilisé tout comme Grafana Dashboard ou Grafana Loki. Donc, lui permet de faire du tracing, c'est-à-dire que vous le connectez dans un logiciel ou dans une application que vous développez et il est en mesure de vous dire à chaque fois qu'une fonction ou une classe est invoquée, bah, il vous dit exactement ce qui s'est passé, quand est-ce que la classe a été invoquée, quelles sont les données qui sont arrivées, les paramètres, comment est-ce que la communication s'est faite entre différents services. En fait, Grafana Tempo vous permet de le faire. Il s'intègre aussi vraiment facilement avec le tableau de bord Grafana. Et donc, sur la capture d'écran, en fait, lorsque je me mets à regarder un peu au niveau des requêtes, je vois clairement que j'ai un histogramme ou bien j'ai une succession de requêtes. Donc, à chaque fois que l'utilisateur dit « je veux la liste des produits », il y a toute une série d'actions qui sont enregistrées par Grafana Tempo. Et c'est ce dashboard-là qui me permet de le savoir. Donc, une fois que je sais que ces 15 dernières minutes, bah, le taux de réponse de mes API fait pratiquement 2 secondes, en fait, je vais retourner lui dire « donne-moi exactement, je veux savoir exactement ce qui s'est passé ces 15 dernières minutes pour chaque requête ». Donc, quand tu as l'information, tu te dis, OK, voilà, la requête, elle est arrivée à telle heure. Il y a la route X qui a pris le contrôle. Ensuite, ça a été envoyé vers un contrôleur. Le contrôleur a pris le relais. Il y a eu les middleware qui se sont exécutés. Il y a eu un service qui a été appelé. Le service a appelé la couche de la base de données, et ainsi de suite. Donc, c'est lui son travail, ça Grafana Tempo. Donc, une fois vraiment que nous allons faire l'investigation, nous allons nous rendre compte que pour chaque route, ou pour un exemple, nous avons fait appel à API Product. Donc, au niveau de l'authentification, c'est-à-dire on vérifie que l'utilisateur il est effectivement authentifié et tout, ça passe. Ça se fait en moins de 50 millisecondes. Ensuite, nous avons tout ce qui est business logic, c'est-à-dire les services, l'appel de service, est-ce que le produit existe, est-ce que le produit est en promotion, tout ce blablabla là. Ça nous prend 100 millisecondes. Nous avons l'accès aux données, donc la partie database query. Donc, c'est là que le problème se pose. On se rend compte que en fait, à chaque fois qu'on veut récupérer des produits et qu'on arrive à l'étape de connexion à la base de données, en fait, ça nous prend plus d'une seconde. Donc, on va dire en moyenne 2 secondes. Et que lorsque nous avons la réponse donc, de la base de données et que nous voulons retourner la réponse, en fait, ça se fait en moins de 150 millisecondes. Donc, ça veut dire que grâce à Grafana Tempo, nous avons trouvé le coupable. Lorsque on nous dit que notre API, elle est lente. Donc, le coupable ici, en fait, c'est la base de données qui est en train de créer un goulot d'étranglement. Donc, il faut trouver pourquoi est-ce qu'il y a ce goulot d'étranglement. Alors, dans ce goulot d'étranglement, c'est là-bas que viennent les logs. Donc, quand vous avez une base de données, surtout si vous êtes sous Postgres, moi je suis un fan de Postgres, vous pouvez activer des logs automatiquement qui fait que, en fait, chaque requête, elle est enregistrée. Donc, lorsque nous prenons une requête, nous avons l'idée de la requête, c'est-à-dire lorsque un utilisateur envoie une requête,
la requête et l'enregistre pas avec ce qu'on appelle un trace ID. Donc, nous allons prendre le trace ID, nous allons rentrer dans le fichier de log que nous avons, et en fait, nous allons faire un grep de notre trace ID pour récupérer exactement l'erreur en question, ou sinon le log de l'erreur ou bien de la requête dont nous savons qu'elle est en train de créer le bottleneck au niveau de la base de données. Donc, quand on regarde ces logs-là, on voit que bon, voilà, la requête elle est bien passée. Le problème, c'est au niveau de pools de connexion. Donc, au niveau de Postgres, quand on parle de pools de connexion, ce sont le nombre de connexions simultanées qu'on peut avoir en réalité. Et donc, nous allons voir qu'il y a un dev qui était très content, d'accord, et il a décidé de le mettre à 20 pour une API de e-commerce où nous avons décidé d'avoir pratiquement 1 million de requêtes par mois. Donc, pour 1 million de requêtes par mois, avoir un pool de connexion de 20, c'est vraiment du suicide. Donc, on a trouvé le problème et on voit que le nombre total de requêtes actives, d'accord, merci. On voit que le nombre total de requêtes ou sinon le nombre de connexions actives, c'est 20. Nous avons le max aussi qui est 20. Et donc, dans la pool de connexion, nous avons 15 requêtes qui sont en attente de réponse. Donc, c'est là en réalité que se passe le problème. Donc, grâce au log, nous avons trouvé la source du problème. Donc, avec cela, nous avons trouvé la source du problème, comme je l'ai dit. Il faut maintenant prendre une décision. On sait que le problème, ça ne vient pas des devs. On sait que le problème, ça ne vient pas de l'infra, mais plutôt juste d'une configuration. Donc, ce qu'on fait le plus souvent, c'est de faire appel à un DB-admin qui va reconfigurer. Donc, dans ce cas d'usage, ça va dépendre vraiment de l'infra où vous êtes. Si vous êtes dans une infrastructure avec Kubernetes, par exemple, bah, vous rajoutez simplement un pod, en supposant que vous allez faire du horizontal autopod scaling. Ou si vous êtes sur du cloud, AWS, comment l'appelle-t-on, Google Cloud, et ainsi de suite, bah, vous rajoutez simplement une instance pour corriger le problème. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous allez résoudre lorsque vous résolvez le problème des pools de connexion, normalement en moins de 150 millisecondes, en moins de 3 minutes, vous allez commencer à voir que la latence moyenne de chaque requête repasse à 150 millisecondes. Ce qui fait que les clients vont commencer à être contents et arrêter de vous envoyer des messages. Voilà. Donc, en fait, c'est ça la magie de la corrélation. Donc, quand on parle de corrélation, nous avons les logs, nous avons les traces et nous avons les métriques. Donc, pouvoir les combiner tous ensemble, bah, ça va vous sauver énormément de temps. Ça va vous faire gagner énormément de temps. C'est vrai que c'est compliqué à mettre en place au début ou à chaque projet. Et c'est encore beaucoup plus compliqué quand c'est un projet qui existe il y a 5-6 ans derrière. Mais lorsque vous trouvez vraiment le moyen de le faire, bah, la corrélation va vous sauver de beaucoup de choses, beaucoup d'incidents en tout cas. Alors, maintenant, nous avons parlé de surveillance, nous avons parlé de normes, nous avons parlé donc de monitoring, d'observabilité, nous allons parler donc de résilience. Donc, c'est bien de savoir exactement ce qui se passe, mais aussi au niveau des devs, il y a des takeaways, enfin ce que j'appelle des takeaways. Les 4 piliers donc, de protection donc, pour un logiciel que vous êtes en train de concevoir, que ce soit Python ou peu importe le langage que vous utilisez. Donc, il est basé principalement sur ce qu'on appelle le chaos engineering. Donc, en gros, le chaos engineering, ça va être quoi? D'abord, vous avez tout ce qui est monitoring, alerting. Ensuite, vous avez un niveau dessus, tout ce qui est timeout, retries. Et vous avez les circuit breakers. Donc, au-dessus des circuit breakers, vous avez donc la notion de chaos engineering. Et c'est ça ce qui échappe vraiment tout ce qui est, ou plutôt tout ce qui concerne l'ingénierie de fiabilité. Donc, quand on commence par les retries, en fait, ce qu'il faut retenir rapidement dans les retries, la mauvaise façon de faire. Par exemple, vous avez un service A qui doit contacter un service B. Et supposons que le service A envoie 500 requêtes par seconde, alors que le service B est down. Il va continuer par envoyer les requêtes indéfiniment, ce qui crée vraiment un goulot d'étranglement. Donc, plus le service envoie des requêtes, plus on se retrouve à avoir une API lente parce que peut-être il y a de l'auto-rémédiation, les services vont vouloir faire de la conciliation, mais à chaque fois qu'il y a de nouvelles requêtes, bah, ça va encore ralentir le service. Donc, la bonne façon de le faire, c'est ce qu'on appelle l'exponential back-off. Et en Python, on utilise la notion donc, de jitter. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que lorsque vous envoyez une requête et que cette requête échoue, en fait, vous attendez une seconde, ou soit vous mettez un random 0 à 200 millisecondes, vous réessayez encore, après ce timeout, deuxième essai, vous attendez encore quelques secondes, vous faites un troisième essai, vous attendez encore quelques secondes, et puis vous faites un quatrième essai. Si au bout du quatrième essai, ça ne passe pas, en fait, vous annulez. C'est exactement ce qui se passe quand vous utilisez des cartes de crédit pour faire des abonnements sur Netflix et tout ça.
On essaie de charger, une fois ça passe pas, on attend quelques jours, on essaie encore. Et à un moment donné, on vous bloque carrément l'accès à Netflix. On vous dit que vous ne pouvez plus utiliser. Donc c'est exactement le exponential back-off qui est utilisé à ce niveau-là pour implémenter cela. Donc, ensuite, nous avons la notion donc, des retries. Donc, quand on parle d'exponential back-off, il faut, on a une erreur, il faut attendre quelques secondes, il faut en fait relancer le processus ou bien le service qui a déconné. Donc, au niveau de Python, on utilise un package, en tout cas moi j'utilise un package qui s'appelle Tenacity, qui est vraiment très performant. Donc en gros, c'est que vous avez un service et avec la notation @retry, vous faites les configurations, vous lui dites stop after attempt 3. Il attend un moment donné à cause du back-off exponentiel et maintenant après il exécute la requête. Donc si jamais vous appelez, s'il y a un service qui appelle cette fonction-là, donc la notation retry va prendre le devant et va voir est-ce qu'il y a eu une erreur une fois, deux fois, trois fois. Donc l'explication que nous avons donnée dans le slide précédent avec Tenacity, en fait, vous le faites simplement en définissant les paramètres et cela se fait automatiquement pour vous. Donc, la notion des circuit breaker. Donc, vous envoyez une requête une, deux, trois fois, mais lorsqu'on dit que la requête est coupée, qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, les circuit breakers, c'est un peu comme les disjoncteurs dans les maisons. Le disjoncteur, il y a des fusibles. Si jamais il y a une surtension, ça va péter pour protéger du feu et tout ça. Donc, il vient souvent avec trois états. Donc, le premier état, c'est ce qu'on appelle l'état fermé. Ça veut dire que les requêtes passent normalement, tout se passe bien, vous monitorez tout. Donc, il laisse vraiment les requêtes passer. Ensuite, vous avez le open. Ça veut dire qu'il se dit qu'il y a une erreur. Donc, il va forcément essayer de relancer des choses, voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres calls qui arrivent. S'il y a d'autres personnes qui vont vouloir envoyer des requêtes, ils n'ont qu'à patienter le temps que je résolve ce problème, ainsi de suite. Ensuite, vous avez le half open. Donc, ça veut dire que la requête, elle est passée, donc elle va retourner à l'état principal qui est le closed. C'est ça la notion donc, du circuit breaker. Et ça sauve également beaucoup, surtout au niveau des appels à la base de données. Donc, comme je disais, le circuit breaker, il cause ce qu'on appelle en fait le problème en cascade. Ça veut dire que vous avez un service qui va faire appel à un autre service. En fait, si le service B tombe, en fait, ça peut entraîner en fait, que le service qui est au-dessus puisse tomber aussi. Surtout quand vous êtes dans des architectures distribuées. Donc, au niveau du circuit breaker, comment est-ce que vous l'installez ou bien comment est-ce que vous l'utilisez au niveau de Python? En fait, on utilise le fameux package qui s'appelle PyBreaker. Ici, nous avons, dans cet exemple, j'ai fait une configuration de PyBreaker sur l'accès à la base de données. Donc, lorsque vous accédez à la base de données, à un moment donné, il y a, comment l'appelle-t-on, le nombre total d'échecs, il y a le temps d'attente entre chaque échec et les erreurs que vous voulez exclure. Donc, les value errors, c'est tout ce qui va concerner, par exemple, le not found, ainsi de suite, quelque chose qui n'existe pas dans la base de données. Ce n'est pas vraiment une erreur. C'est que ça n'existe pas, ce n'est pas une erreur. Voilà. Donc, lorsque on parle donc, de timeout, il y a la notion de free resources. Donc, l'idée derrière les free resources, c'est que lorsque vous avez des services qui vont consommer autant, il faut pouvoir permettre à d'autres services, surtout quand vous êtes dans des architectures distribuées, de pouvoir aussi utiliser, de pouvoir libérer de l'espace. Donc, à chaque fois que vous envoyez des requêtes, il faut des timeouts. S'il y a comment l'appelle-t-on, un temps mort, laissez le temps à un autre service de prendre le relais et ainsi de suite. Donc, l'implémentation du timeout avec comment l'appelle-t-on, le fameux async.io, s'il y a un problème, il faut attendre quelques secondes et puis après reprendre. Voilà. Donc, la dernière partie, c'est ce qu'on appelle l'art de l'automatisation. En gros, c'est l'exemple que je donnais au niveau des cas de crédit. Lorsque vous faites des souscriptions au niveau de Netflix, c'est ce qu'on appelle en fait le pattern saga ou encore la compensation. En fait, en SRE, nous on l'appelle la compensation. Donc, si par exemple, quelqu'un a fait un achat, quelqu'un commande un produit X, vous chargez son compte ou bien sa carte de crédit et que finalement on se rend compte que le stock il est terminé, en fait il faut être en mesure de retourner l'argent du gars, il ne faut pas le garder. Donc le code que vous allez écrire doit être aussi en mesure de pouvoir implémenter ce pattern de saga, ce qui permet donc aux utilisateurs d'être contents parce que vous n'allez pas charger quelqu'un pour un achat mais que après vous n'êtes pas vraiment en mesure de lui livrer ou de lui dire que le produit il est fini en stock. Voilà.
Donc, merci pour la présentation. Merci de m'avoir écouté, pardon. Et je suis disponible pour des questions s'il y en a. Question? Yes. Je partage mon micro avec lui. Ok. Allô? Ok. Merci, Monsieur Denis. Votre présentation, c'était vraiment enrichissant. Ma question est la suivante. Quelle est la différence entre un SRI et un DevOps? Pardon? La différence entre un SRI et un DevOps. Ok, différence entre SRI et DevOps. Je pars toujours du principe que le DevOps, tout comme le SRI, ce ne sont pas des métiers. Ce n'est pas à but de langage que les gens disent « je suis DevOps ». C'est dangereux. Parce que le DevOps, c'est une équipe composée de 8 pôles. Si quelqu'un te dit qu'il est DevOps, c'est qu'il représente tout un département. C'est dangereux. Donc, lorsqu'on dit DevOps, le plus souvent, il y a un cycle de 8. Il y a la partie gestion de projet. Il y a la partie code, c'est-à-dire l'équipe de développement. Il y a la partie opération, c'est-à-dire ceux qui vont faire les déploiements. Il y a la partie des tests, qualité, assurance, sécurité. Il y a la partie de ceux qui vont faire le monitoring, c'est-à-dire surveiller. Nous avons créé des métriques, tout ça, nous allons surveiller. Et puis après, il y a ce qu'on appelle l'opération, donc operate. Le SRI, il vient en réalité au niveau de l'operate. Une fois que nous avons livré le logiciel, nous avons dit, OK, dans notre logiciel, nous avons des métriques, nous ne devons pas dépasser 1000 requêtes d'erreur par mois, nous ne devons pas, nous devons. En fait, l'équipe de SRI fait partie également de l'équipe DevOps qui, elle autre, va se charger principalement de suivre ou bien de surveiller toutes les données que nous avons prises. Si nous avons dit nous avons 1000 requêtes d'erreurs autorisées par mois, c'est l'équipe SRI qui se charge en fait de surveiller tout ça. Si le service support dit allô, nous avons un problème, les clients se plaignent, c'est l'équipe SRI qui s'en charge. Donc l'équipe SRI se trouve surtout bien toujours dans l'équipe DevOps. Par contre, dans les grosses boîtes, Google, Amazon et tout ça, bah, le SRI, c'est vraiment le SRI. Ils ont des moyens colossaux, vraiment très colossaux, pour avoir des équipes de DevOps à part et des équipes donc, de SRI à part. Mais sinon, dans une petite entreprise, si on part du principe de la culture du DevOps, en fait, le SRI se retrouve dans le DevOps. Autre question? Yes. Merci pour votre présentation et merci pour la réponse de tout à l'heure. Bon, en répondant à sa question, une demande m'est venue. Bon, si on prend une petite entreprise où on a un développeur qui fait dans l'opérationnalité, c'est-à-dire qu'il s'occupe de déployer les applications sur le serveur et il s'occupe aussi de monitoring. Donc, il fait la chaîne des pratiques DevOps. Bon, une telle personne, comment elle se présenterait alors si une seule personne ne peut pas être un DevOps? Merci. Yes. Alors, il y a un dicton qui dit chacun à sa place. Lorsque tu es dev, c'est que tu es dev. Moi, je dis souvent que être dev, ça ne suffit pas. Il faut être dev, mais pouvoir résoudre un problème. Maintenant, si tu es dev et que tu arrives à résoudre des problèmes qu'un SRE va résoudre, tant mieux. Ça fait un plus. C'est comme sur ton CV, c'est un skill de plus. Mais en fait, ce n'est pas ton métier. Parce que comme je l'ai dit, il y a dans des entreprises où vraiment le SRI, c'est un métier à part entière. Vous allez sur le site de Google Jobs, vous voyez ce qu'ils demandent pour un SRI, c'est un truc de malade. On vous demande vraiment des notions avancées en algorithme, structure de données, on vous demande de connaître des langages vraiment fastidieux, on vous soumet à des challenges, on vous demande de connaître tout un tas de choses. Mais si tu es dev, en fait, ce n'est pas ton travail. Tu sais juste le faire. C'est comme je sais peindre, mais ce n'est pas parce que ce truc-là, il est un peu taché là-bas que je vais venir prendre de la peinture et puis commencer par peindre parce que c'est le bureau, je veux que ça soit joli. Je suis dev, mais j'ai une compétence de plus qui me permet peut-être d'installer, comment l'appelle-t-on, des outils de monitoring, qui me permet de faire de l'intégration, qui me permet de déployer des applications sur le cloud. Ça, c'est en plus. Mais mon métier à moi, c'est d'être développeur. C'est la raison pour laquelle je dis, le DevOps, ce n'est pas un métier, c'est un mindset. Parce que dans une vraie équipe de DevOps, vous avez jusqu'à 8 équipes. Les équipes de projet, les devs, le quality assurance,
l'opération, ceux qui vont faire du cloud, la sécurité, ceux qui vont faire les tests. Donc, c'est vraiment beaucoup de choses. Donc, si tu arrives à faire une partie dedans, bon, c'est en plus. Donc, c'est comme si tu deviens le couteau suisse de l'entreprise. Mais ce n'est pas vraiment ton métier. Donc, ton métier, c'est d'être dev et de résoudre les problèmes de l'entreprise. Pas satisfait? Ok, je pense que c'est bon. Il y a, parmi les métiers du cloud, il y avait un métier qui est intitulé ingénieur DevOps, un métier pour ingénieur cloud et un autre pour architecte cloud. Donc, ce sont les trois métiers qui ont le plus retenu mon attention. Donc, aujourd'hui, entendre que le DevOps n'est pas un métier qu'une personne à lui seul ne peut pas être un ingénieur DevOps ou bien DevOps comme ça m'a un peu fait tiquer, c'est tout. Moi, je dis personnellement que le DevOps n'est pas un métier. Pour avoir travaillé dans une boîte au Maroc où il y avait vraiment 8 équipes, les équipes de dev, où il y avait des équipes de dev, il y avait une équipe de sécurité, il y avait une équipe de monitoring, il y avait des DB admin. Dire que tu fais du DevOps, c'est comme si tu faisais tout. Ok, aujourd'hui, je peux faire du insert into. Aujourd'hui, je peux faire du select all from. Mais ça ne fait pas de moi un DB admin, quoi. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Donc, on parle de cloud DevOps, on parle de cloud architect. Moi, après, je pense vraiment que ça fait du marketing. Aujourd'hui, les gens, quand ils se présentent, ils disent je suis ingénieur DevOps, ils trouvent ça bling bling. Mais attention, il faut voir, il n'y a aucune formation qui te permet de devenir DevOps. On passe tous par des formations du genre ingénierie logicielle, réseau sécurité, data, IA, ainsi de suite. Mais il n'y a pas une école ou une formation où tu deviens DevOps. Donc, tu fais quelque chose et après, tu te convertis en DevOps. C'est pour ça que quand tu vas voir les DevOps, le plus souvent, il y a ce qu'on appelle le DevOps infra, le DevOps applicatif. Le DevOps infra, ça va être tout ce qui va concerner la culture du DevOps, mais qu'on va l'appliquer dans l'aspect infrastructure. Tout ce qui est serveur, base de données, les logs, les monitoring, la disponibilité des serveurs, la réplication, tout ça. Ça, c'est la partie DevOps infra. Il y a également ce qu'on appelle le DevOps applicatif. Aujourd'hui, ce sont les devs qui vont utiliser du Docker. Ce sont les devs qui vont faire du Kubernetes avec principalement un focus sur ce qu'on appelle le Helm package. C'est-à-dire qu'ils vont créer des applications, être en mesure de les déployer sur des clusters Kubernetes ou bien de créer des Helm charts qui vont être possibles d'être déployés. Mais ce n'est pas son métier. Parce que c'est juste une compétence de plus. Ce n'est pas un métier. Le DevOps, c'est une compétence. C'est comme, je prends vraiment l'exemple du fait que je sais peindre. Mais ce n'est pas parce que je suis dans cette salle que je vais venir peindre. Mais si je viens me présenter, je vais dire je suis ingénieur logiciel, je sais peindre. Ok. Donc je suis ingénieur logiciel, je connais la culture du DevOps, je sais utiliser Docker, je sais utiliser Kubernetes, je sais faire du cloud, je connais AWS, je connais Google Cloud, j'ai tel certif, mais en soi, c'est pas un métier. Donc si on part du principe que le DevOps c'est une culture, bah, ce serait vraiment tranchant qu'une personne dise qu'elle est ingénieur DevOps. Moi, c'est ma conception. Après, c'est normal qu'on ne soit pas d'accord aussi. Merci beaucoup. Monsieur Denis, est-ce que je vous prie encore une fois d'ovationner, s'il vous plaît?